On a racheté des entreprises qui opèrent des bus il y a quelques années. Si on était en data mesh à l'époque, on aurait simplement rajouté une équipe data sans toucher aux autres équipes fonctionnelles et ça aurait permis de ne pas bouleverser toutes les équipes data simplement parce qu'on va rajouter une entité au groupe. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Hugo Palmer, manager data chez Blablacar. Hugo est ingénieur en machine learning et travaille chez Blablacar depuis 7 ans, d'abord comme contributeur et puis aujourd'hui manager d'une équipe data. Blablacar est le leader mondial du covoiturage et exploite aussi un réseau de bus dans toute l'Europe et l'Amérique du Sud. Bonjour Hugo. Bonjour Marc. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous présenter Blablacar plus en détail ? Oui, alors Blablacar est connu pour son activité de covoiturage en France, mais aussi à l'international. On est présent en tout dans une vingtaine de pays. Il y a quelques années, Blablacar, en plus du covoiturage, a développé un réseau de bus dans la plupart de ses marchés. Et on va en plus se mettre à vendre des billets de train dans quelques temps. Blablacar se positionne comme une agence de voyage en ligne pour tous les modes de transport terrestre, donc à l'exclusion de l'aviation. Ok, alors chez vous, la data, à quoi et à qui ça sert ? Alors la data chez nous, ça sert à prendre des décisions business, des décisions opérationnelles aussi. Business, je dirais, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, donc c'est sur les domaines finance, sur le marketing notamment, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais aussi des décisions opérationnelles, donc potentiellement automatiser certains process qui peuvent être trop rébarbatifs ou qui fonctionnent pas quand on les fait à la main. Par exemple, sur quel canal marketing investir, sur quelle ligne de bus ajouter des bus qui circulent, en enlever, créer ou supprimer des lignes de bus. Ça va aussi servir dans notre réseau de covoiturage à détecter la fraude, à la limiter en temps réel pour montrer directement aux différents fraudeurs que ça fonctionne pas en fait dès le début. Là où une modération manuelle pourrait prendre trop de temps et donc laisser s'installer des comportements qui fonctionnent pas. D'accord. Et alors, comment vous êtes organisé pour gérer la donnée chez Blablacar ? Alors, la donnée chez Blablacar, elle est gérée principalement par une équipe data centrale qui est découpée en squads, on en reparlera peut-être un peu plus tard, et qui servent un domaine fonctionnel chacune. La data est aussi utilisée par des business analysts qui sont plus proches des opérations, qui vont aller se servir des dashboards qu'on va produire et donner des insights business en se basant dessus. C'est quoi le niveau de maturité de l'équipe data chez Blablacar ? Alors aujourd'hui, je crois qu'on est 45 personnes dans l'équipe data. Donc ça fait un joli département avec 7 équipes. La data existe chez Blablacar alors de manière embryonnaire il y a une dizaine d'années et elle s'est développée progressivement. Au tout début, on a fait de la business intelligence. Je dis j'y étais pas encore. Progressivement, on a développé le data warehouse. Ensuite, on a développé des équipes par spécialité, donc des data engineers, data analysts et data scientists. Et enfin, il y a à peu près 2 ans, on s'est réorganisé en data mesh, ce qui veut dire qu'on a changé la forme des équipes pour se spécialiser en domaine fonctionnel. Ouais, alors le data mesh, on va y revenir, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Si on rentre dans le détail, est-ce qu'on peut commencer par la journée, à quoi ressemble ta journée ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je manage la squad data pour le marketing. En tant que tel, je suis avant tout un manager people. En ça, j'anime des cérémonies pour mon équipe. Je mets en place des processus pour que mon équipe travaille de manière efficace. J'écoute les retours de mon équipe. Il y a aussi besoin régulièrement de se poser des questions sur les besoins de staffing à moyen et long terme pour les faire évoluer. Et chose qui est aussi liée au data mesh parce que quand on a une équipe entière qui traite les sujets marketing, qu'on a d'un coup des grands besoins parce que les budgets augmentent ou des besoins un peu plus faibles parce que les besoins diminuent, c'est un peu moins facile d'aller allouer plus ou moins de ressources au marketing et du coup il faut arriver à se projeter sur ça malgré un environnement incertain. Il y a aussi des questions sur les projets. Quand on lance des projets long terme, j'essaie le plus possible de les laisser gérer par les personnes de mon équipe. Mais souvent, il faut aussi se réaligner entre les attentes des clients et les capacités techniques de l'équipe.
Quel genre de data est-ce que tu traites? Alors au sein de mon équipe, donc data pour le marketing, on traite quelques données granulaires, c'est-à-dire qui sont à la maille des actions qui ont été faites sur le site web, dans le cas où l'utilisateur a accepté du coup qu'on récupère cette donnée. Ouais. Mais c'est plus beaucoup le cas, parce que de plus en plus, avec les contraintes de la RGPD, on le fait de moins en moins en fait. Et du coup, on se met à utiliser de plus en plus de données agrégées, des données business agrégées, et prendre des décisions dessus. Agrégé comment, par exemple? Ça va être par exemple des tendances jour par jour de l'évolution de notre nombre de réservations covoiturage, de réservations bus, le nombre de nouveaux conducteurs qui vont s'inscrire sur la plateforme par exemple, qui est un des KPI, un des Key Performance Indicators qu'on regarde beaucoup. Mmh. Et alors cette approche macro, on va dire macroéconomique versus microéconomique, on arrête de s'intéresser à l'utilisateur lui-même ici pour des contraintes légales. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça... En termes de performance, est-ce qu'il y a une perte de performance, un gain de performance? Alors, ce qui se passe pour la mesure de la performance du marketing, c'est qu'on a l'approche traditionnelle qui est basée sur le tracking des utilisateurs individuels en se basant sur les cookies. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus limité parce que ça se restreint aux utilisateurs qui ont donné leur autorisation à ce qu'on se serve de ces données-là. Ce qui veut dire qu'en fait, on continue d'avoir ces informations, mais pour une proportion des utilisateurs qui diminue fortement. Cette donnée, elle est toujours fiable, mais seulement sur un échantillon d'utilisateurs. Donc on se sert de ces données pour voir les tendances. Et ensuite, on a une approche alternative qui est un peu plus novatrice, qui consiste à regarder les évolutions macroscopiques, donc de nos KPI principaux, et les corréler avec nos dépenses marketing d'un point de vue assez macro, c'est-à-dire regarder toutes les dépenses en publicité télé, les dépenses en publicité radio, les dépenses en publicité sur Google Search par exemple. Et du coup, ça, c'est une approche qui est en fait duale, donc entre l'approche traditionnelle et l'approche un peu plus récente, un peu alternative. Et du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à réconcilier ces deux approches pour bénéficier de l'approche la plus granulaire possible pour avoir des données fiables à un facteur près et de l'approche plus novatrice pour avoir les bons ordres de grandeur. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de décision business que vous avez pris grâce à la data? Alors oui, donc une décision business, on fait de plus en plus d'A/B tests pour comprendre ce que nous rapportent réellement les différents canaux marketing. Notamment, on a fait un test sur un réseau social et on s'est rendu compte qu'il nous rapportait moins que ce qu'on pensait initialement. Donc on a pu diminuer les dépenses sur ce réseau tout en les conservant à un niveau minimal et les augmenter au contraire sur un autre canal d'acquisition qui rapportait plus que ce qu'on pensait. Alors, le RGPD, qu'est-ce que ça vous a amené à faire comme réorganisation? Est-ce que c'est une contrainte ou pas du tout? Alors oui, forcément, le RGPD, c'est un cadre légal qui pose des contraintes. Il se trouve que c'est des contraintes qui se comprennent très bien. Il s'agit de faire en sorte que les utilisateurs finaux aient le contrôle sur les données que nous, on a le droit de processer ou pas. Là, dans ce cas particulier, en fait, ce que ça fait, c'est que on n'est plus capable d'estimer la performance du marketing sur l'intégralité des utilisateurs, mais seulement sur un échantillon. Donc finalement, ça ne nous handicape pas tant que ça pour comprendre la performance des canaux marketing, parce qu'il y a toujours cet échantillon de personnes qui acceptent. Vous faites du machine learning? Alors oui, au sein de l'équipe data, on a pas mal de cas d'usage du machine learning. On en a pour des sujets de pricing, on en a pour des sujets de détection de la fraude. Mmh. Dans le cadre du marketing, on en a aussi notamment sur Google Ads. Donc Google Ads, on se positionne sur des mots-clés et on va placer des enchères sur des mots-clés. Donc tout ça, c'est fait de manière plus ou moins automatisée sur Google Ads. Mais par exemple, quand on va placer une enchère sur un mot-clé Paris, Toulouse, pas cher, par exemple, on va aller arrêter les publicités de manière dynamique selon nos prévisions de remplissage des covoiturages. D'accord. Ou au contraire les réactiver parce qu'on pense que c'est un axe sur lequel on a envie d'aller acquérir des passagers. Et en fait, ça nous permet dans une certaine mesure d'aller équilibrer l'offre et la demande sur la place de marché qui est le covoiturage. D'accord. Directement, en fonction des remplissages, vous adaptez les dépenses marketing. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir des arrêts francs quand on n'a vraiment pas d'offre. Et ensuite, on va avoir tout un phénomène de gradation en fonction de notre prévision de remplissage. Sur la détection de fraude, on parle de quoi ici? De fraude documentaire, de faux comptes? Alors, on a malheureusement des personnes qui cherchent à se substituer à Blablacar pour faire payer des utilisateurs sur des liens qui sont complètement en dehors de Blablacar. Donc, Blablacar a mis en place beaucoup de systèmes pour éduquer tous nos utilisateurs sur le fait qu'il ne faut payer que sur la plateforme. Il ne faut jamais sortir de la plateforme pour aller payer ailleurs. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui essaient. Donc, on essaie d'être au plus près pour les empêcher de faire ça. Et on envoie des mails régulièrement à notre base d'utilisateurs pour qu'ils
comprennent ce type de fraude. D'accord. Et donc le machine learning, là, ici, vous permet peut-être de détecter dans les conversations sans faire appel à un humain qui vient lire les conversations à la place. Ça fait un premier rideau, en fait. Ça fait un premier rideau temps réel. Et ensuite, ça va aller soit bloquer directement, soit autoriser directement, soit mettre dans un spooler d'attente qui, lui, sera traité par des humains pour des tâches donc plus spécialisées, car des cas où l'algorithme n'a pas été capable de conclure par lui-même. D'accord. C'est quoi les principaux verrous, obstacles que vous avez pour développer ces algorithmes de machine learning, autant sur la détection de fraude que sur l'optimisation des enchères sur Google Ads? Alors je pense qu'il y a une question à laquelle toutes les équipes data se confrontent tôt ou tard, qui est la question du temps réel. On est souvent assez tenté de vouloir faire des choses en temps réel et on ne sait pas toujours forcément pourquoi. Et là, en l'occurrence, on a mis un peu de temps à trouver la bonne architecture de MLOps qui nous permettent de faire du temps réel de manière efficace. Du coup, sur les cas d'usage de la fraude, on l'a fait parce que là, ça trouve tout son sens. C'est-à-dire que si on ne détecte pas un fraudeur en temps réel, on perd les 3/4 de l'efficacité en fait du fait d'aller le bloquer ou pas, parce qu'il a pu faire des choses néfastes pour la plateforme et les utilisateurs entre-temps. Donc ça, c'est typiquement un cas où c'est nécessaire d'être en temps réel et donc il faut créer une architecture data qui permette de faire ça. Cependant, la majorité des cas d'usage du machine learning à Blablacar aujourd'hui ne se font pas en temps réel parce que ça a un coût qui est très important et qui n'est pas forcément justifié dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des obstacles non techniques à l'utilisation, au déploiement de ce travail? Oui, je pense que comme dans toutes les entreprises un peu conséquentes, il faut trouver la bonne manière d'aller exposer des problématiques à des stakeholders plus seniors qui sont plus loin de ces problématiques techniques. Je trouve qu'un sujet assez important, c'est la manière de communiquer sur la performance du machine learning. Assez souvent, on peut être tenté d'imaginer une nouvelle feature produit pour laquelle le machine learning n'est pas forcément nécessaire. Donc, par exemple, faire du pricing pseudo-dynamique dans lequel on va augmenter les prix le week-end, par exemple. Et rajouter une couche de machine learning. Donc, faire fluctuer ces prix de manière beaucoup plus dynamique grâce au machine learning et grâce à beaucoup de features supplémentaires. On peut être tenté de communiquer sur la performance de cette feature avec du machine learning, c'est-à-dire comme étant la différence entre pas de pricing du tout et du pricing avec du machine learning. Alors je pense qu'il est assez important de distinguer la valeur ajoutée par le pricing en tant que tel, avec des règles très simples, avec des règles business qui peuvent être données sans faire de machine learning, juste avec de la data analyse assez basique. Et ensuite, la performance ajoutée par le fait d'avoir ajouté du machine learning à ces règles business. Et du coup, je pense qu'il est très important, quand on communique à des stakeholders seniors, de distinguer l'impact de la feature basique avec l'impact du machine learning ajouté en étagère à cette feature. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif parce qu'on imagine directement la feature avec du machine learning, là où en fait, il faut arriver à se poser la question, est-ce que vraiment le machine learning apporte une valeur ajoutée à cette feature? Ou est-ce que la feature en tant que telle s'autosuffit et que le machine learning apporte une valeur infime à cette feature? Alors, dans cette thématique, est-ce que, selon toi, il y a des choses qu'il faut répéter tout le temps aujourd'hui et qui, dans 10 ans, 20 ans, seront une évidence pour tout le monde? Je pense que dans le cas du marketing en particulier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on part d'un monde il y a 5 ou 10 ans où les utilisateurs avaient aucun contrôle sur leurs données personnelles. Depuis 5 ans, on se doit d'être très vigilant sur ces sujets et je pense qu'il ne faut pas ramer contre le courant sur ces sujets. En fait, il faut développer des méthodes alternatives d'optimisation du marketing qui fonctionnent sans chercher à gagner du temps par rapport aux problématiques légales. Quelles erreurs tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps? J'ai travaillé quelques années au début de ma carrière en tant que data scientist et j'ai déjà été sur des projets seul pendant plusieurs mois à ne pas arriver assez à avancer, à travailler trop en silo. Et je me souviens d'une fois ou deux où j'ai été mis en paire après avoir travaillé seul et je trouvais que notre efficacité était bien plus importante en travaillant à deux. Donc je pense que le plus souvent possible, il faut faire travailler les développeurs data en paire. J'en suis convaincu pour les data scientists parce que je l'ai été, mais je pense que ça s'applique aux autres spécialités, aux data engineers, aux data analysts, aux analytics engineers. Évidemment, ça participe à une émulation collective. Ça permet de ne pas se perdre, notamment sur les projets complexes. C'est très vrai pour les juniors, mais je pense que c'est aussi vrai pour les personnes les plus expérimentées, parce que ça leur permet de se challenger l'un l'autre. Tu penses que c'est quoi qui fait cette émulation? Est-ce que c'est vraiment une question de motivation, de travailler à deux? Est-ce que tu as vraiment une addition des compétences intellectuelles qui font qu'il y a plus d'idées? Comment t'expliques ça? Je pense que c'est à la fois sur l'aspect de la motivation que sur l'aspect de ne pas se perdre dans des impasses.
Sur des projets de R&D, ça peut aller très vite de s'engouffrer dans une impasse. Alors forcément, on ne sait pas encore que c'est une impasse, sinon on n'irait pas. Ouais. Mais on rentre. Et ensuite, on a un peu ce biais cognitif qui fait qu'une fois qu'on a investi du temps dans une direction, ça nous coûte très cher individuellement d'en sortir parce que ça revient à accepter le temps qui a été perdu. Ouais. Et ça, je crois que en fait, c'est très dur de s'en sortir tout seul. En revanche, quand on est à deux sur un sujet, pour aller dans une impasse, il faut convaincre l'autre d'y aller. Pour y rester, il faut convaincre l'autre d'y rester. Et c'est beaucoup plus difficile. Ouais, intéressant ça. Alors, vous vous êtes réorganisé en data mesh il y a 2 ans chez BlaBlaCar. Donc, data mesh qui est une tendance assez forte actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Oui, je vais essayer. C'est effectivement une tendance assez forte dans l'écosystème data en ce moment. Je pense qu'elle s'applique beaucoup à certains types d'entreprises. Après, il faut pas y foncer tête baissée. Il faut bien comprendre ce dont il s'agit. Alors, pour essayer de comprendre, en fait, aujourd'hui, un spécialiste data qui travaille sur un projet est caractérisé par 2 éléments. Le premier, c'est sa spécialité technique. Est-ce qu'il est data analyst, data engineer, data scientist ou analytics engineer notamment. Et la deuxième, c'est sa compétence fonctionnelle. C'est est-ce qu'il travaille pour du marketing, dans le cadre de BlaBlaCar, pour le covoiturage, pour le bus, pour légal, ou on peut imaginer plein de domaines fonctionnels pour lesquels travailler. Ce qui fait qu'en fait, on a une organisation matricielle avec les spécialités techniques et les spécialités fonctionnelles. L'organisation traditionnelle data, c'est une organisation dans laquelle on est en équipe technique, c'est-à-dire qu'on est avec des pairs qui font la même chose techniquement que nous. Et ensuite, cette équipe technique adresse les différents sujets fonctionnels en les priorisant. Le data mesh consiste en fait à transposer cette matrice, c'est-à-dire en fait à travailler au sein d'une équipe fonctionnelle avec différentes spécialités. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un groupe de personnes dont le travail est de répondre à des besoins business spécifiques. Je trouve que c'est intéressant parce que pour les développeurs, ça leur permet d'étendre un peu leur scope. Je trouve qu'après 3, 5, 7 ans en tant que data scientist ou data analyst, c'est intéressant de voir ce que font les autres spécialités et l'organisation en data mesh permet cette évolution, permet d'aller toucher en fait à ce que c'est que travailler avec un data scientist, voire même faire un peu son travail avec un data engineer ou avec un data analyst. Alors, quel problème ça résout d'être organisé en data mesh ? Ça permet d'avoir des interactions avec les différents métiers qui est facilité. C'est très utile pour les entreprises qui rajoutent régulièrement des domaines fonctionnels. Alors, par exemple, des entreprises qui peuvent fonctionner par ce qu'on appelle du acqui-hire, c'est-à-dire aller faire une fusion avec une autre entreprise dans le domaine fonctionnel connexe, mais pas forcément exactement similaire, d'aller intégrer une équipe data très facilement au sein de l'écosystème data, au fur et à mesure que du coup le groupe se consolide et rajoute des domaines fonctionnels. Typiquement, on a racheté des entreprises qui opèrent des bus il y a quelques années. Si on était en data mesh à l'époque, on aurait simplement rajouté une équipe data sans toucher aux autres équipes fonctionnelles et ça aurait permis de ne pas bouleverser toutes les équipes data simplement parce qu'on va rajouter une entité au groupe. Je trouve qu'il y a autre chose dont on s'est un peu rendu compte chez BlaBlaCar, c'est que en fait, les personnes ont tout de même toujours besoin de continuer à travailler avec leurs pairs techniques. C'est-à-dire que quand on a un data analyst qui est isolé dans une squad fonctionnelle, il va se retrouver à travailler en silo en tant que data analyst, et ça, c'est une faiblesse du data mesh. La manière assez standard pour éviter ce problème, c'est de créer ce qu'on appelle des chapters. Les chapters sont des regroupements techniques de personnes qui ont la même spécialité technique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour reprendre l'organisation matricielle que je décrivais tout à l'heure, en fait, ça crée une double lignée de personnes qui vont donner des directions. Donc les managers qui au lieu d'être des managers techniques deviennent des managers fonctionnels, donc comme moi aujourd'hui. Mais aussi ce qu'on appelle les chapter leads, qui sont des spécialistes expérimentés de leur spécialité et qui du coup vont créer des programmes transverses à toutes les squads pour permettre à tous les data analysts ou à tous les data scientists de se regrouper au sein d'un forum, d'apprendre ensemble et de partager des bonnes pratiques. Et donc ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait monter toute une série de personnes en tant que chapter lead. Et aujourd'hui, notamment chez BlaBlaCar, on a donc 6 ou 7 managers fonctionnels et on a 4 chapter leads. Et donc ça fait tout un groupe de personnes relativement seniors qui travaillent collégialement donc au sein du staff data. Oui, ça ressemble presque à une sorte de montée en avancement à 2 branches, comme c'est populaire chez pas mal de boîtes comme Google, où il y a celle du contributeur individuel qui devient expert technique et celle de celui qui devient manager qui va du coup cesser de faire de la technique progressivement, quoi. Ouais, exactement. En fait, ça permet de donner quelques petites composantes du management au chapter lead, mais en gardant le gros du people management au sein des managers people de squad.
Quel problème est-ce que ça crée d'être en data mesh? Alors je pense que la limite principale, c'est que l'allocation de ressources, elle est beaucoup moins dynamique que dans le cadre d'une organisation traditionnelle avec des équipes techniques. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez le marketing qui a des gros besoins et l'équipe bus qui a des besoins plus faibles en ce moment, en fait, il y a deux manières. Soit il faut aller faire grossir très vite l'équipe marketing, mais ça, un externe, ça prend du temps. Soit il faut déplacer des personnes d'une squad à l'autre. Et ça, en fait, ça rajoute un certain frein parce que on peut pas changer de manager 3 ou 4 fois au sein de la même année. On a besoin d'une certaine stabilité en tant que développeur avec ses collègues et aussi avec son manager pour créer des liens. Du coup, je pense que ça demande une équipe de leadership data qui est très soudée et qui communique bien pour accepter de déstaffer des personnes d'une équipe pour en restaffer dans une autre. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier de manager dans une équipe data ? Alors, en tant que manager, qui est ce que j'apprends depuis quelques années, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir les qualités et les défauts des différentes personnes et d'essayer d'aller arbitrer les différents projets qu'on va prendre et les allouer aux différentes personnes, faire des paires de développeurs qui travaillent ensemble quand c'est possible, et du coup faire s'améliorer les personnes, on dit les faire grandir, sur leurs axes d'amélioration. Sinon, sur le fait d'être manager dans la data en particulier, plutôt que dans d'autres secteurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a un côté qui est intellectuellement satisfaisant à se poser des questions techniques et à y répondre d'une manière scientifique et pratique à la fois. Quand on a des questions business et qu'on arrive à mettre en place toute une méthodologie qui aboutit à quelque chose qui derrière est actionnable, je trouve que ça procure une certaine satisfaction, et que ce soit moi qui le fasse ou quelqu'un de mon équipe. Quels sont les plus gros points de douleur que tu rencontres ? Je pense qu'une difficulté, c'est souvent d'articuler entre le court terme et le long terme. À court terme, on peut prendre pas mal de pression de différents stakeholders, de différents clients, de besoin d'avancer sur certains projets. Et en même temps, ce que tu veux en tant que manager, c'est créer une équipe où les gens sont bien les uns avec les autres, qui se développent, où les gens y trouvent leur compte, tout simplement. Et ça demande souvent de faire des arbitrages entre limiter la pression et en même temps arriver quand même à un certain niveau de delivery, une certaine qualité de ce qu'on peut produire. Oui, c'est intéressant, c'est que l'arbitrage court terme, long terme, tu le vois surtout dans un angle RH en fait. La rétention de tes data scientists, le bonheur de l'équipe et pas tant les projets de long terme versus les projets de court terme, comme on a pu pas mal l'entendre cet argument également. Disons que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour ne pas perdre ses développeurs sur le long terme. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Oui, alors par exemple, je pense au CRM, donc l'équipe data pour le marketing s'occupe aussi d'évaluer la performance des campagnes CRM, donc à quoi ça sert d'envoyer des emails, envoyer des push notifications à nos utilisateurs, comment améliorer ça. Historiquement, donc il y a assez longtemps, il y avait un groupe de contrôle qui faisait que 10% des utilisateurs choisis aléatoirement ne recevaient pas de mail. Et alors, pas de chance, en fait, il y avait une personne haut placée chez BlaBlaCar, donc un C-level, qui ne comprenait pas pourquoi il recevait aucun mail, alors qu'il allouait des budgets conséquents aux équipes CRM, il ne comprenait pas pourquoi lui recevait pas ça. En fait, c'était simplement parce qu'il était dans ces 10% de contrôle groupe. Et du coup, ce que les personnes opérationnelles avaient fait à l'époque, c'était rajouter un special case, un cas spécial dans toutes les campagnes de notre outil de CRM pour qu'ils les reçoivent quand même. Du coup, je trouve que c'est amusant, enfin, c'est une anecdote qui montre à la fois la culture de BlaBlaCar, on appelle ça Be the Member. C'est une culture qui est assez forte, qui consiste à régulièrement faire des covoiturages, prendre le bus nous-mêmes pour se rendre compte de ce que c'est qu'être un utilisateur de BlaBlaCar au jour le jour. Ouais. Et du coup, ce qui est illustré par le fait que cette personne très haut placée fait des covoiturages et se sent impliquée dans le produit et du coup était frustrée de ne pas les recevoir. Et en même temps, les nécessités quand tu veux procéder en trial and error, donc essayer, changer, essayer, se tromper, rechanger, itérer en fait, de la nécessité de mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Parce que si on ne mesure pas, en fait, on n'a aucun retour et sur du long terme, on fait n'importe quoi. Est-ce que tu as une opinion à partager ? Peut-être sur la gestion de projet, je trouve que le plus possible, il faut permettre aux développeurs de le faire et pas au manager de le faire lui-même. Pour plein de raisons, parce que ça permet de dégager du temps aux managers et pour se recentrer sur des sujets plus stratégiques. Et aussi et surtout parce que ça permet aux développeurs data qui souvent n'ont pas des grosses expériences de gestion de projet de se développer sur ça, soit pour qu'à long terme ils deviennent PM par exemple ou managers eux-mêmes, soit pour simplement rajouter une corde à leur arc. Et alors si c'était à refaire, ton passage chez BlaBlaCar jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais ?
Moi, pendant ma première année et demie chez Blablacar, j'étais complètement isolé sur une business unit en tant que data analyst et j'ai mis beaucoup de temps à progresser seul parce que l'équipe data centrale n'était pas staffée comme elle l'est aujourd'hui, parce que on fonctionnait de manière assez silotée justement, et du coup si c'était à refaire, je pense que je me montrerais plus curieux pour aller chercher par moi-même des ressources pour progresser, et je serais aussi plus vocal sur le fait que j'avais besoin de mentors à ce moment-là. Donc peut-être un message que je passerai aux plus juniors d'entre nous qui veulent apprendre le métier. Si vous vous sentez isolé sur une équipe, c'est d'aller demander de l'aide. La plupart du temps, c'est pas par méchanceté que les gens ne viennent pas vous aider, c'est simplement parce qu'ils ont d'autres priorités et qu'ils le feront pas d'eux-mêmes. Alors chez Blablacar, vous avez une équipe de 45 personnes dans la data, c'est assez énorme, c'est assez conséquent. Qu'est-ce qu'il y a comme projet sur le feu? Qu'est-ce que toi personnellement tu penses qui peut encore être fait chez Blablacar? Je pense qu'il s'agit de continuer à être curieux, à essayer des choses sur différents domaines d'application. Je pense que notre orga aujourd'hui, elle nous permet d'itérer assez bien sur ces questions et surtout de continuer à essayer et à savoir soit arrêter à temps, soit arrêter tout court les projets quand ils fonctionnent pas, parce que c'est une réalité dans le monde de la data. Il y a une proportion non négligeable des sujets qui en fait ne délivrent pas leurs promesses et du coup il faut savoir les mettre de côté. Et après je dirais de manière assez pragmatique, dans les prochains mois, il s'agit de venir à bout des grosses migrations techniques sur lesquelles on est. En ce moment, on est en train de migrer sur DBT. On a mis un peu de temps avant d'y aller, mais voilà, c'est de continuer à avoir un environnement data qui est à la fois conséquent et à la fois raisonnable, où on va pas avoir trop de données qui sont complètement périmées, qui fonctionnent pas. Donc c'est investir sur les sujets de gouvernance de la donnée, de cataloging de la donnée. Et bon courage. Merci Hugo. Merci. Vous venez d'entendre Hugo Palmer, manager data chez Blablacar sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Stanislas Paulu, cofondateur de Dust, pour nous parler d'assistants d'intelligence artificielle. À très vite.